Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler clavier. Alors pourquoi nous allons parler de clavier? Eh bien tout simplement parce que quelqu'un m'a reçu, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire son pseudo, donc je vais pas prendre de risque, m'a envoyé donc un clavier voilà, mécanique. C'est-à-dire en gros les claviers qui utilisent des ressorts plutôt que ces espèces de membranes qui fonctionnent un petit peu, vous savez, comme ces espèces de jouets là que vous retournez et qui sautent, là, ces espèces de puces sauteuses en plastique. C'est-à-dire en gros quand vous appuyez dessus ça fait une déformation du truc, ça appuie sur le bouton et ensuite c'est la déformation reprend sa place et c'est ça qui fait remonter le bouton à nouveau. Et en gros on ressent une sorte de, quand vous appuyez sur les touches, on ressent une sorte de déformation, etc. Ça fait un, c'est très spécifique en gros à pratiquement tous les claviers, hein, ça fonctionne comme ça. On ressent une sorte de toucher tactile qui ressemble bien entendu à une touche de clavier. Ces claviers-là utilisent pas le même système, ils utilisent des ressorts, et c'est pour ça que, comme je le disais, le tactile est différent. Alors on les appelle claviers mécaniques, ce qui est complètement faux parce que les deux sont tout autant mécaniques qu'électroniques, que ce soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire que celui-là en gros utilise un système de contact, celui-là aussi, c'est juste la façon dont revient la touche qui est différente et la manière dont elle est détectée par l'électronique interne pour détecter la position enfoncée ou la position non enfoncée. Alors, il existe plusieurs types de claviers mécaniques. Il existe bien entendu ceux qui utilisent des ressorts, qui s'appellent les buckling springs, c'est-à-dire ceux qui ont été inaugurés par IBM avec les IBM Model M, ainsi que pas mal d'autres modèles un peu plus silencieux, etc., du même genre, qui utilisaient en gros des ressorts qui se déforment, etc., etc., qui permettent en gros de pouvoir presser les touches, etc., et avoir un très bon retour. Ensuite, maintenant, à notre époque, ces claviers reviennent pour notre plus grand plaisir avec une technologie légèrement différente, à base de switch, c'est-à-dire à base de contacts plus ou moins identiques, mais à l'intérieur même d'un seul et même packaging. Quand on enlève un bouton, on se rend compte que vous voyez, vous n'avez pas directement le ressort au contact, vous avez tout simplement une sorte de petit bouton que vous pouvez appuyer. Alors, dans cette vidéo, nous allons plutôt nous concentrer sur la technologie Cherry MX, qui est la marque en gros qui fait ces interrupteurs, parce qu'il y a plusieurs marques. Malheureusement, bien entendu, la plus connue a décidé d'envahir tout le marché. Vous verrez pratiquement que ceux-là, sauf dans certaines marques de claviers assez spécifiques. En tout cas, ils fonctionnent à peu près tous sur le même principe. Malgré tout, Cherry MX ont eu une très très bonne idée quand il s'agit de pouvoir distinguer comment fonctionne chacun de leurs interrupteurs, car ils ont plusieurs types de boutons qui ont différents tactiles. Nous avons par exemple le rouge, qui est le plus courant pour les claviers de joueurs, car il a une fonction principale qui est assez sympathique, c'est qu'en gros, plus vous appuyez, plus vous vous rendez compte que, ça s'enfonce pareil. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a absolument aucun feedback spécifique qui vous donne l'impression d'avoir appuyé plus que le fait tout simplement qu'il soit enfoncé. Ce qui fait qu'il n'y a aucune petite perturbation, vous savez, comme par exemple cette espèce de système habituel des claviers mécaniques. En gros, quand vous appuyez dessus, vous sentez une sorte une sorte de résistance, etc. Et ça vous donne l'indication que vous avez appuyé. Alors c'est une très très bonne chose quand vous êtes en train de taper du texte, mais quand vous êtes en train tout simplement de l'utiliser pour un jeu, ça peut être assez perturbateur quand vous voulez par exemple appuyer 2 fois de suite ou très très rapidement sur la même touche, étant donné que, comme je le disais, il y a une sorte de comment dire, une petite gêne. Ça pourrait, enfin pour certains joueurs en tout cas, ça peut les gêner. Moi personnellement, je vois pas très bien comment, mais je fais confiance à ceux qui m'ont dit ça. En tout cas, voilà, c'est en gros, c'est celui-là qui est surtout adapté au jeu, et c'est pour ça que c'est aussi le plus populaire. Par contre, alors il est assez bruyant, quand vous appuyez dessus rapidement, vous entendez comme un bruit de ressort, et c'est normal, c'est parce que cette technologie utilise réellement des petits ressorts qui sont derrière. Ce ressort est assez mou, et cette mollesse du ressort, en gros, c'est ce qui fait tout son charme, mais c'est aussi ce qui fait tout son bruit. Et malgré tout, ça peut gêner certaines personnes qui trouvent que le clavier est peut-être un petit peu trop mou. Et donc il existe la version black. La version black, qui est donc un interrupteur en noir à la place de rouge, est une version beaucoup plus dure, mais qui a exactement le même toucher tactile. C'est-à-dire en gros, comme je le disais, que vous l'enfonciez très peu ou beaucoup, vous ressentez exactement la même chose au bout des doigts. Ce qui, comme je le disais, est toujours
toujours légèrement gênant pour quand vous tapez du texte notamment. Alors pour activer la touche, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout au bout, hein. C'est pas un petit bouton qui clique au bout du truc. Il vous suffit de l'enfoncer qu'à moitié. Une fois enfoncé à moitié, vous avez tout simplement enregistré le fait d'avoir appuyé sur la touche. Ce qui est très pratique pour faire par exemple des doubles clics ou des trucs comme ça très rapidement sur les touches, comme certains jeux peuvent l'exiger. Et donc voilà, donc c'est fini pour ces deux versions, c'est le rouge et sa variante noire. Ensuite, il y a la version bleue. Alors la version bleue, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose, mais avec un petit clic dessus quand vous appuyez dessus. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une sorte de feedback tactile qui est fait pour imiter un petit peu les claviers modèle M ou les claviers de chez Unicomp, qui est l'entreprise qui continue à faire les claviers de ce type-là. Parce que IBM maintenant ne les fabrique plus. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, ce truc-là, mais ils sont beaucoup plus mous que les IBM. Et donc, il y a une version, une variante donc, qui a aussi ce petit clic, qui peut gêner d'ailleurs en jeu, et c'est pour ça qu'elle n'est pas d'origine, mais malgré tout, je pense pas que ce soit particulièrement gênant. Mais bon, pourquoi pas, hein, certains verront ce qu'ils veulent. Hein. Choisir un clavier, c'est très personnel, hein, c'est vraiment un ressenti que l'on ne peut pas... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a pas un clavier qui fonctionnerait pour tout le monde parfaitement bien. Si vous utilisez vraiment énormément un clavier, il vous faudra un certain temps avant de trouver ce qui vous plaît le plus. Mais bon, voilà. Donc, ensuite, après le bleu, donc il y a le vert, qui est le même que le bleu, donc, mais en plus dur. C'est celui-là qui se rapproche le plus d'un modèle M. Donc, si vous le trouvez plus cher, je veux dire plutôt, si vous le trouvez moins cher qu'un modèle M, ou si vous le trouvez dans les mêmes prix à peu près, mais neuf plutôt que d'occasion, ça peut être une plutôt bonne affaire, surtout que les modèles M, eux, ils utilisent des touches qui sont assez difficiles à enlever, vous voyez, comme les claviers à membrane de chez IBM, comme celui-là, qui est un clavier à membrane de chez IBM, et ben les touches, pour les enlever, faut le faire, parce qu'elles tiennent comme n'importe quelle touche. C'est pareil sur les modèles M, malgré qu'ils utilisent des ressorts. Ceux-là, comme vous le voyez, les touches, elles sont tout simplement, vous voyez, hein, elles sont prises avec une petite croix, comme ça. C'est très facile à enlever, très facile à remplacer, donc ça peut être... pratique dans certains cas, et en plus c'est universel sur tous les claviers qui utilisent des systèmes de contact de chez Cherry MX. Donc sinon, donc j'étais en train de parler du vert, donc c'est le même que le bleu, donc il fait beaucoup de bruit, c'est même celui qui fait le plus de bruit. Le vert et le bleu sont ceux qui font le plus de bruit, mais le vert c'est juste le champion du bruit. Celui-là c'est en gros, comme je le disais, un peu comme le modèle M, c'est-à-dire en gros il s'appuie, il oppose une certaine résistance, et en plus de ça il fait un clic quand il est arrivé à mi-chemin pour vous signifier que il a bien été enfoncé. Quand je dis un clic, c'est pas non plus un bruit épouvantable, hein, c'est pas... Voilà, mais vous l'entendez, quoi, vous le sentez au bout des doigts, c'est surtout au niveau tactile que ça se sent, hein, c'est pas vraiment au niveau du son, même si au niveau du son, quand vous tapez très vite dessus, vous vous rendez compte que c'est plus bruyant que cela. Malgré tout, comme je le disais, les rouges sont très bruyants, les noirs sont moins bruyants. Ensuite, il y a les marrons. Alors, qu'est-ce que c'est que les marrons? Ceux-là, ils ont un feedback qui ressemble plus à ceux à membrane, comme celui-là. C'est-à-dire, en gros, quand il arrive au milieu, il a une sorte de retour, si j'ai bien compris l'affaire, parce que je n'ai jamais testé moi-même. En tout cas, il a une espèce de retour qui est vachement pratique quand vous tapez du texte, et qui en plus est moins gênant d'après pour le jeu. Donc du coup c'est un clavier qui est plutôt adapté pour les trucs universels. Il est pas trop dur non plus, mais il existe une version plus dure qui est le transparent, c'est-à-dire le clear, ou le blanc, c'est-à-dire white, et qui, donc, comme vous le voyez, hein, c'est la couleur du Switch, hein, parce que chez Cherry MX, ils ont été très intéressants, enfin très intelligents à ce propos, ils ont colorier avec un code couleur leurs touches, enfin leur dispositif, disons, leur contact, de telle manière qu'on puisse très facilement identifier quel type de clavier on a. Il suffit d'enlever une touche en fait. Et donc celui-là que je disais là, qui est blanc ou transparent, celui-là il oppose une plus grande force en gros quand on appuie dessus. Il n'est pas si facile à trouver que ça, mais on arrive à le trouver par exemple dans certains très très vieux claviers de serveurs de chez Compaq. Alors ces claviers sont très bruyants, surtout les rouges, les verts et les bleus donc, qui ont, comme je le disais, des ressorts beaucoup plus souples et donc bruyants bizarrement. Alors certaines personnes se sont amusées à faire ce genre de petits hacks, vous voyez, où vous mettez une sorte de rondelle en caoutchouc autour donc de là, ce qui permet de faire en sorte que quand vous l'enfoncez, il ne s'enfonce pas jusqu'au bout et il est amorti par
tout simplement par un petit bout de caoutchouc, ce qui permet, comme vous l'avez pu le remarquer, d'atténuer le bruit, mais considérablement. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, la différence est flagrante. Vous pouvez vraiment, mais vraiment, comment dire, remarquer que le truc a ou non ce petit coussinet. Donc ça, c'est des kits qui peuvent s'acheter. C'est pas indispensable du tout, bien entendu. Et personnellement, je trouve, surtout avec le rouge, que ça rend le tactile très mauvais quand vous tapez du texte. Hein. Vraiment, vraiment très mauvais, dans le sens où vous avez aucun retour. Et en plus, comme c'est mou à la fin, c'est très confus. Alors que quand il n'y a pas ce truc là, c'est dur à la fin, donc du coup vous avez une petite vibration dans le doigt quand vous touchez le fond du truc, si vous tapez en tapant vachement fort et non pas du bout des doigts comme certains font, vous savez, en tapant très très vite, vous savez, en effleurant pratiquement les touches. Et bien moi personnellement je tape plutôt façon bourrin, vous voyez, des trucs qui vont au fond, donc du coup il n'y a pas de problème. Mais avec ces petits caoutchoucs, le problème c'est que ça a tendance à atténuer quand on appuie dessus, donc quand on tape vite, d'un coup c'est la confusion dans le cerveau pour savoir lequel on a bien tapé et lequel on n'a pas tapé comme il faut. Déjà que, comme je disais, les rouges sont assez confus à l'origine. Si on ajoute ça sur les rouges, c'est pas terrible. Par contre, sur les bleus et sur les verts, rajouter cette espèce de petit coussinet ne doit pas, en gros, être si pénalisant. Malgré tout, ça ne doit pas énormément atténuer le bruit non plus, parce que, comme je vous l'ai dit, les rouges, les verts et les bleus ont une espèce de petit clic, donc une sorte de petit cran qui se ressent quand on a enfoncé à partir de la moitié du truc. Ça fait une sorte de, vous savez, vous avez une sorte de claquet, ouais, qui en gros essaye de crocheter le truc, et donc dès que vous enfoncez la touche à moitié, clic, ça va activer un petit quelque chose qui vous, en gros, vous fait une petite vibration et vous donne l'impression que vous avez appuyé sur quelque chose avant même d'avoir appuyé jusqu'au bout, ce qui vous permet d'anticiper plus vite quand vous tapez. C'est totalement inconscient, hein, ça se rend, enfin, quand on tape vite, on s'en rend compte très rapidement que ça peut aider énormément. Alors ensuite, maintenant qu'on a passé tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'il y a comme préoccupation qu'il faut avoir quand on utilise ce genre de clavier? Alors premièrement, comme je vous l'ai dit, le son. Le deuxième problème, c'est le rétroéclairage. Acheter un truc comme ça qui est donc rétroéclairé intégralement, toutes les touches, coûte plutôt cher, tout simplement parce qu'il faut une LED par touche, étant donné qu'on ne peut pas faire une plaque transparente qui éclaire par le dessous toutes les touches avec une sorte de petit néon ou un truc du genre, comme on peut le faire avec les claviers à membrane, vu on a juste à mettre une sorte de plaque avec les circuits qui est transparente, et hop, on peut tout éclairer. Là, c'était pas possible, vu que comme vous voyez, vous avez tout ce petit switch qui est donc englobé dans le truc à chaque fois, donc du coup, la lumière peut pas traverser, enfin, ça serait difficile à faire transparent. Deuxièmement, même si on ne prend pas du tout les préoccupations de rétroéclairage, car comme vous le voyez, celui-là est rétroéclairé que sur les touches de jeu, vu que c'est un switch rouge, ça pose pas trop de problème, parce qu'ils sont vraiment très optimisés jeu et pas tellement pour la tape. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, si vous le prenez non rétroéclairé, ça coûte quand même malgré tout très cher, parce que c'est un mécanisme par touche, contrairement aux claviers à membrane, qui ont juste une plaque entière avec des contacts, et chaque touche contient juste une sorte de petit truc avec tout simplement une sorte de truc en graphite, qui quand il se déforme, touche la plaque et donc active le contact. C'est vraiment beaucoup plus simpliste. Bon, voilà, et certains diront que c'est plus fragile, mais je n'ai pas tellement l'impression. Donc la préoccupation principale, c'est vraiment le prix. Et ensuite, une autre préoccupation, c'est le poids, parce que vraiment, ces claviers sont très 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 lourds. Un autre problème, c'est l'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, à la grosse différence d'épaisseur que vous avez entre ces deux claviers. Vous voyez, ce clavier-là est presque 2 fois plus haut que celui-là, donc ça peut être très légèrement pourri pour, par exemple, si vous avez un truc un peu ergonomique, vous savez, pour pouvoir poser les coudes, etc., pour, vous savez, protéger plus ou moins du syndrome du canal carpien ou ce genre de truc, eh bien, il faudra faire une pente douce qui soit assez longue avec celui-là pour que ça rejoigne la table. Donc c'est pas particulièrement génial. Ensuite, dans les avantages, il paraît que ce genre de système est beaucoup plus solide. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas sûr, étant donné que, vous savez, pour remplacer ce genre de touches, par exemple, quand elle casse, eh bien, ce sont tout simplement des touches standards, quoi. Ils sont beaucoup plus difficiles à enlever, on peut plus facilement casser une touche quand on l'enlève. C'est un clavier auquel je tiens plus ou moins, donc j'ai pas envie non plus de le péter, mais enfin, vous voyez, ils sont vraiment très difficiles à faire, il faut presque un outil spécial ou passer par derrière, c'est encore plus facile de faire comme ça, et vraiment, c'est pas simple.
simple. Celles-là, on peut facilement les enlever. Malgré tout, si on a besoin de changer une touche, c'est parce qu'elle est cassée. Donc dans ce cas-là, devoir enlever la touche ne pose pas trop de problème. Ces claviers-là pour ordinateur fixe ne sont pas comme les ordinateurs portables où il y a tout un mécanisme derrière chaque touche qui fait remonter la touche, qui est assez super chiant. Enfin, c'est même super chiant quand on doit en changer une ou ce genre de truc. Là, c'est très simpliste, hein. C'est exactement le même principe dans les deux cas, sauf que dans ce cas-là, c'est très facile à enlever. Donc du coup, pour la solidité, remplacer les touches et ce genre de truc, je pense pas que ce soit vraiment un avantage. Par contre, pour laver les touches, ça c'est clair, c'est un avantage. Et pour la simplicité de remplacement des touches aussi, c'est un avantage aussi. Ensuite, pour la solidité du mécanisme, je suis pas certain que ce soit plus solide. Ce genre de système a de l'usure mécanique qui est quand même beaucoup plus grande que le système habituel avec des sortes de coussinets, enfin des sortes de morceaux de membrane en plastique, mais les membranes en plastique, dans l'autre sens, ont elles aussi des problèmes qui font que si par exemple on utilise une sorte de matériau plastique, caoutchouc, qui est pas assez solide, vous pouvez vous retrouver tout simplement avec le truc qui se dégrade avec le temps et qui perd de son élasticité, de sa souplesse plutôt, et donc du coup tout simplement finit par se décomposer et ne plus fonctionner. Malgré tout, j'ai des claviers qui datent de 98, notamment celui-là que vous avez devant vos yeux, qui date donc des tout premiers Pentium 2 faits par IBM, fonctionne encore parfaitement bien de nos jours et pourtant il sert énormément encore aujourd'hui. Donc du coup, je sais pas trop si vraiment on peut dire qu'il y a vraiment une grosse différence là-dedans, parce qu'au final, voilà quoi. Après, si on compare ce clavier, parce que ça c'est souvent ce que les gens font comme erreur, c'est comparer ce type de clavier, qui sont quand même très solides, très robustes et compagnie, avec des claviers de ce type-là, mais premier prix, celui qui est donné avec l'ordinateur, ou ce genre de trucs, qui sont tout mous au milieu, vous voyez, ou ce genre de trucs. Celui-là, ça a beau être un clavier à membrane, il est hyper solide, il ne se tord pas, etc. Enfin bon voilà quoi, c'est un vrai clavier à membrane, comme on faisait autrefois et comme on fait toujours aujourd'hui si on y met le prix. Vous voyez, là c'est pareil, on peut pas du tout le tordre ou ce genre de truc, enfin voilà quoi, c'est vraiment, c'est robuste, c'est solide, mais en même temps on peut trouver des claviers à membrane, comme je vous le disais, qui ont les mêmes caractéristiques. Alors donc en conclusion de cette vidéo, eh bien si vous voulez un vrai clavier de gamer, n'achetez pas un clavier genre à membrane de gamer comme font ces gens fameux comme Logitech, qui tout simplement se pensent qu'un clavier gamer entre guillemets c'est juste un clavier avec 2 fois plus de touches autour du clavier qui servent absolument à rien et qui pourraient être très facilement remplacés par des touches, attends, il y en a déjà 115, c'est largement, enfin 105 je pense, je sais plus exactement combien il y en a avec le pavé numérique, je me rappelle plus exactement du nombre, mais enfin en tout cas il y en a déjà tellement, ça sert à rien de rajouter des touches supplémentaires juste par prétexte qui se trouve ailleurs sur le clavier plutôt que d'être tout simplement là quoi. Donc ça c'est vraiment, je trouve ça un peu stupide tout simplement, enfin ce que je viens de dire, c'est-à-dire en gros tout simplement prétendre que c'est un clavier gamer tout simplement en ajoutant des touches entre guillemets multimédia tout autour ou ce genre de truc. Si vous voulez vraiment un clavier de jeu, achetez un clavier avec des switches rouges ou avec des switches marron par exemple, et si vous voulez un clavier qui soit bon pour la tape, pour taper du texte, et bien tout simplement achetez un clavier avec des switches marron, si vous voulez faire jeu et texte, marron seulement, et si vous voulez faire juste du texte, à la limite les bleus et les verts sont peut-être même meilleurs que les marrons. Donc voilà, c'est mes petites recommandations à propos de ce genre de truc. Malgré tout, un truc que je dois vous dire maintenant, c'est que si vous avez si vous voulez, pour un budget un petit peu plus modeste d'ailleurs, acheter un bon clavier de jeu, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout simplement un clavier de ce genre-là, bien entendu. Un clavier à membrane, c'est très bon, mais n'achetez pas les claviers qui se présentent comme clavier de jeu pour par exemple faire du jeu ou ce genre de truc. Achetez juste un bon clavier à membrane. Ils ont tous plus ou moins le même tactile, bien entendu, il y en a des plus mous que d'autres. Les Logitech ont tendance à être un petit peu bizarres, on a tendance à appuyer trop facilement entre deux touches, ce genre de truc. Enfin, je sais pas, moi personnellement, je suis pas très fan du tactile des Logitech. Je les trouve trop mous, et si vous voulez vraiment un truc mou et bien, je pense qu'il vaudrait mieux que vous achetiez un clavier avec des switches Cherry rouges, parce que ceux-là, ils ont vraiment un tactile mou, mais ils ne donnent pas l'impression de pouvoir appuyer partout, n'importe où sur le côté de la touche, et donc du coup faire un petit peu n'importe quoi avec, et taper à chaque instant entre les touches.
enfin bon, ça c'était mon petit truc, mais en même temps, comme je vous l'ai dit encore une fois, les claviers c'est vraiment une affaire de ressenti personnel. Donc c'est vraiment une affaire de choix et de goût, et donc du coup bah je vous laisse complètement le choix de vos armes quoi. Et bah j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura permis de faire un petit point sur toutes les technologies qui existent. En tout cas la technologie à membrane, il faut, enfin bon, c'est bizarre maintenant de la rendre ringarde alors que c'est pourtant la technologie ringarde avec des ressorts qui est en train de la ringardiser. Mais voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas de honte à préférer un clavier à membrane étant donné que le tactile de ce genre de truc est très différent, donc il n'y a aucune chance que toutes les personnes aiment forcément à ressort plutôt qu'à membrane. Par contre, ce qui était bête, c'est qu'à une certaine époque, il y a encore très peu de temps, c'était très difficile d'avoir le choix. Maintenant, on a enfin à nouveau le choix entre l'une ou l'autre des technologies, et ça, franchement, c'est beau. Surtout qu'en plus maintenant ils nous offrent un choix encore plus vaste qu'avant, avec comme je le disais ces différentes coloris de Switch qui correspondent à différentes styles enfin de différents styles tactiles. Surtout ce qui est génial avec ça, c'est qu'en plus de ça c'est pas très confus, c'est pas comme entre comme je le disais Logitech et IBM. Et bien IBM ils ont eu plusieurs styles de clavier, donc du coup c'était pas facile aussi de trouver pile le clavier qu'on aimait à l'époque, etc. Et retrouver un qui a le même toucher ou ce genre de truc, c'est super chiant. Et c'est pareil aussi pour Logitech qui ont des claviers qui sont plus ou moins foireux les uns des autres. Et ça, comme je le disais, donc encore une fois, c'est vraiment relou. Par contre, là franchement, je salue ce qu'a fait cette marque, c'est-à-dire Cherry MX, qui s'est tout simplement amusé à faire des switches de différentes couleurs, qui permet franchement de complètement démêler les trucs, car là, celui-là, c'est un clavier de marque Cooler Master, mais vous avez des claviers de toutes les marques, notamment Corsair, qui utilisent aussi le même code couleur, étant donné que ils sont obligés d'acheter les switches chez eux, et c'est le code couleur, il vient de l'entreprise qui a fabriqué le switch, et non pas de la marque qui fabrique le clavier. Donc du coup, tous les claviers qui utilisent ce type de switch, eh bien, il suffira juste de regarder la couleur du switch, tout simplement, pour se rendre compte si on a celui qu'on veut ou si on aimerait plutôt en avoir un d'une autre couleur. Et ça c'est vachement bien vu quoi, franchement c'est excellent. Par contre un truc que je trouve qui serait pas mal pour le futur, ce serait de créer un switch qui est de lui-même une sorte d'amortisseur au bout, qui permettrait d'amortir le son, tout en ayant la même course, c'est-à-dire contrairement à la petite rondelle que j'ai mis là pour vous montrer ce que ça pouvait donner en mettant cette espèce de petite rondelle en caoutchouc pour amortir le truc, et bien tout simplement faire en sorte de faire des switches qui est cette espèce de rondelle par défaut, ce qui permettrait par exemple, enfin pas par défaut de la même façon, mais à l'intérieur même du switch de telle manière que ça amortisse la chute sans que ça perturbe en gros le bon fonctionnement du switch, enfin c'est-à-dire le feeling qu'on en a quand on l'utilise. Parce que quand même, rajouter cette rondelle, ça réduit sa course d'environ 1 mm, ce qui est quand même pas mal, parce que la course est de 4 mm à l'origine, donc bon c'est quand même bête. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fini avec ça, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine.